il faut pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures. Sauf que, et là aussi, on est biaisé dans nos réflexions, c'est que je vous ai dit, ce sont des événements qui durent longtemps. Ça met du temps à monter, ça reste longtemps en place, et puis ça met du temps à descendre. Et nous, on a l'habitude de se dire, bon ben voilà, l'eau elle passe, et puis quand elle est passée, c'est fini. Pour ceux qui ont connu les inondations de janvier, ils se rendent bien compte que non, ça ne s'arrête pas quand l'eau s'en va. C'est le principe de la fuite d'eau dans votre salle de bain à l'échelle de 5 millions d'habitants. C'est-à-dire, on est dans une situation où vous allez avoir de l'eau qui va stagner. Or, l'eau qui stagne, il n'y a pas besoin d'avoir 2 mètres d'eau. 3 à 4 cm d'eau qui stagne pendant 3-4 jours, déjà, vous savez pas, ça pourrit tout. Et donc, la fin de l'inondation ne signifie pas la fin de la crise. Parce qu'en fait, vous avez la montée des eaux, le pic, la stagnation, alors le pic ou le plateau, hein, ça dépend. Imaginons que c'est une crue à un seul pic. Parce que des fois, ça peut monter et redescendre aussi, ça existe. Ça s'arrête, ça monte. Et prenons 1910, ça monte, ça redescend. Ensuite, il faut que le fleuve retourne dans son lit. Il faut que la nappe retourne à un niveau acceptable. On ne peut rien faire tant que la nappe n'est pas revenue en place, puisque ces réseaux, ça ne sert à rien. Alors, on avait le cas en juin 2016 où un des tunnels de la 86 était en train de se remplir par la nappe, et on disait il faut pomper. Bah, tu es en train de pomper une baignoire où le robinet est ouvert. Ça n'a aucun sens. Il faut attendre, et on peut attendre très longtemps. Parce que là aussi, la nappe, elle va réagir de façon... voilà. Et donc, quand vous regardez, vous voyez que derrière, en fait, quand ça s'arrête, on va redémarrer ce qui est possible. Sauf que pour redémarrer, il faut que les gens soient là. Les dernières projections qui ont été faites par une thèse de doctorat qui a été soutenue il y a 2 ans, si on avait une crue analogue à 1910 sans prendre en compte l'assainissement, on serait à 700 000 personnes déplacées. On est prêt, dans l'hypothèse la pire, on est sur plus d'1 million de personnes qui seraient déplacées pendant plusieurs jours de leur logement. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu ça depuis l'exode de 45. Quand je vous dis des personnes déplacées, ça va de vous et moi, personnes âgées dépendantes, malades, familles avec enfants. Vous êtes en Île-de-France, donc vous avez aussi des populations particulières, beaucoup de familles monoparentales, isolées. Il y a tout ce qui concerne les personnes dépendantes, malades mentaux, les prisons, les EHPAD, tout ce qui est personnes sans papier, les campements qu'il faut aussi prendre en charge, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir dans l'eau. Donc vous avez en fait un ensemble de populations avec des mouvements qui vont se faire entre la zone inondée et la zone inondable. Et les gens ne savent pas forcément où aller. Parce que là aussi, quand est-ce qu'on va partir? Normalement, vous partez quand il y a de l'eau. Sauf que si vous attendez qu'il y ait de l'eau pour partir, c'est fini, on ne bouge plus. On ne bouge plus parce qu'on ne peut plus bouger, parce qu'en fait, sinon on parle pour tout. Donc en fait, vous allez avoir une île. Mais pour s'occuper des personnes, qui on va mobiliser? Les pompiers, les gendarmes, les policiers, les militaires. 1910, on a 2 millions d'habitants en centre de Paris, enfin sur Paris, 400 000 à peu près en banlieue. On a 100 000 hommes du contingent qui sont là. Il y a encore le service militaire, c'est les plus. On fait aussi appel aux marins de Terre-Neuve, on fait aussi appel à la marine, on fait appel à plein de gens. Aujourd'hui, la France Neptune, c'est entre 8 et 10 000 hommes. Pour 10 millions d'habitants. Vous savez bien que les services de secours, les SDIS, sont déjà, les sapeurs-pompiers de Paris, sont déjà surchargés en temps normal. Leur mission ne cesse d'augmenter. Vous voyez bien aujourd'hui l'état des forces de sécurité du territoire, entre la gendarmerie et la police, qui sont complètement sous pression avec les opérations Sentinelle. Et je ne parle pas de tout ce qui se passe tous les samedis. Donc vous voyez bien qu'on a des forces de sécurité qui sont épuisées, qui ne sont pas suffisantes. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aller secourir les personnes. C'est la priorité. Théoriquement, ces inondations, elles sont lentes, il n'y a pas de mort. Mais encore faut-il pouvoir enlever les gens au moment où ça pose problème. Ce qui veut dire que très vite, les moyens seront dépassés. Parce que les personnes, et c'est ça aussi qui est nouveau, les sauveteurs seront eux-mêmes victimes. Les gens qui gèrent la crise seront eux-mêmes victimes. À minima parce qu'ils ne pourront pas venir travailler dans les cellules de crise. Parce que, effectivement, le premier jour, vous prenez le roller, mais vous ne prenez pas le roller pendant cette semaine. Enfin, ça n'a pas de sens. Quand il n'y a plus de métro, à un moment, bon. Et puis les casernes de pompiers sont en zone inondable.
Et puis les gendarmes sont... Et puis de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de caserne de police. Donc les gens, ils habitent en périphérie. Et plus vous êtes fonctionnaire avec des petits salaires, plus vu le prix du foncier, vous allez habiter en périphérie. Donc quand vous habitez en Seine-et-Marne et que tous les jours vous venez travailler à Paris, tout le monde sera essentiel. Donc on est dans une situation où même les personnes clés sont elles-mêmes victimes. Avec en plus une fatigue qui s'accumule parce que pendant plusieurs semaines, il va falloir être sur nous. Donc vous voyez bien que c'est une crise hors norme, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une nécessité d'autonomie des territoires, qui ne veut pas dire qu'on va les délaisser. Il ne s'agit pas de dire on laisse mourir les gens. Il s'agit à un moment de prioriser et de sortir d'un schéma où effectivement on a l'habitude dans notre confort, dans notre vie quotidienne, d'appuyer sur un bouton et de prendre le téléphone, pour avoir quand même encore des services qui fonctionnent, même si c'est compliqué, même si au milieu de l'espace rural, on le voit bien, hein, c'est de moins en moins facile. Mais là, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Parce que là aussi, on ne sait pas ce qui se passe sur le reste de la France. 1910, l'Alsace est sous l'eau. Sauf que 1910, l'Alsace a eu le malheur d'être de l'autre côté de la frontière. Donc ça ne concerne pas. C'est les Allemands qui s'en sont chargés. La Loire, vous avez bien vu, hein, quand il y a des systèmes pluviogènes qui sont là. Le nord de la France. Non pas que les bassins s'inondent, mais c'est que les dépressions qui arrivent chargées de pluie peuvent aussi générer de l'inondation. Donc si vous voulez, on est dans une situation où tout le monde est mobilisé. On ne sait pas ce qui peut... Là, c'est les scénarios du pire. Évidemment, on espère que ça se passe pas comme ça. Mais ça veut dire qu'à un moment, on se trouve quand même dans une situation où on est sur une crise majeure que le territoire n'a jamais connue, avec une démographie qui n'est plus la même qu'en 1910, et avec des attentes des populations en termes de confort et de besoins de vie qui ne sont plus les mêmes.